Alors, sans attendre, je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec une première question qui est que nous disent les théories du chaos dont tu parles si souvent? Et du coup, en quoi, en fait, nos entreprises sont-elles impactées par le chaos? Et au fond, c'est quoi les enjeux pour les entreprises? Oui, volontiers. Enfin, sans rentrer dans le contenu des théories du chaos, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais en gros, on peut dire que les théories du chaos apportent un modèle et mettent en clarté plusieurs états pour les systèmes, quels que soient les systèmes. Une entreprise est un système, une famille est un système, une nation est un système. Donc, il y a le premier état qui est un système qui est à l'équilibre. Bon, je ne crois pas avoir beaucoup connu ça, peut-être quand j'étais jeune. Il y a un deuxième état où les choses oscillent, donc c'est un état d'oscillation autour de l'équilibre, avec ce qu'on appelle dans le jargon des boucles de rétroaction négatives, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le système s'écarte de son équilibre, naturellement, ça va revenir. C'est comme quand tu te balances sur une chaise, eh bien, naturellement, ça va revenir à l'équilibre, sauf si tu te balances trop. Puis après, il y a le troisième état qui est une phase qu'on appelle d'auto-amplification, où là, les boucles de rétroaction, elles sont positives. Donc, il y a à un moment donné un tipping point. C'est comme quand tu te bascules sur une chaise. À un moment donné, dès que tu vas trop loin, c'est ce que la théorie du chaos appelle le tipping point. Mais après, les choses s'écartent de plus en plus de l'équilibre. Plus il fait froid, plus il fait froid. Plus on centralise, plus on centralise. Plus on est riche, plus on devient riche. Plus on est pauvre, plus on devient pauvre, etc., etc., etc. Plus on est intelligent, plus on est intelligent. Et ça, c'est après le tipping point. Et beaucoup de personnes, selon les systèmes, mais pour la plupart des systèmes, considèrent qu'on a dépassé le tipping point et que la crise du Covid, qui est une des crises parmi N, et c'est probablement pas terminé, en est une illustration, puisque effectivement, on a à la fois quelque chose qui est de l'ordre de… le chaos s'annonce lorsqu'il y a une multiplication du nombre, donc lorsqu'il y a de plus en plus d'interactions et de connexions, et lorsque il y a un effet vitesse et échelle. Et on a bien vu avec le Covid qu'on a quelque chose qui s'est propagé à la vitesse grand V et ça très rapidement et sur l'ensemble de la planète. Bon voilà, je ne vais pas aller plus loin sur la théorie, ce n'est pas tellement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, puisque tu posais la question des impacts, de se rendre compte que selon la théorie du chaos, il y a deux possibilités derrière cette phase d'auto-amplification. C'est que soit ça s'effondre, soit, quand je dis ça, le système s'effondre, soit il émerge. Et s'il émerge, il émerge à un niveau de complexité supplémentaire et supérieur. Et du coup, effectivement, ça a un impact. Là, on est centré sur les organisations, mais ça a un impact sur tous les systèmes, bien sûr. Et du coup, la question intéressante qui m'intéresse, sur laquelle je suis depuis très longtemps, c'est la question de qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quelles seraient les conditions à mettre en place dans une organisation pour que cette organisation ait une chance d'émerger plutôt que de s'effondrer. Si tant est que c'est son chemin d'émerger, parce que peut-être qu'il est prévu qu'elle s'arrête. Voilà, pour rentrer dans le sujet et faire le lien avec les organisations, pour répondre à ta question. Merci. Alors, du coup, là, tu parles d'émergence, tu dis que le tipping point est déjà passé. Du coup, si c'est vrai, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui risque de se passer pour les entreprises? Bah, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la suite, c'est soit elles émergent, soit elles émergent, c'est-à-dire qu'elles vont trouver un nouvel équilibre, elles seront transmutées, elles seront différentes, soit elles s'effondrent, on n'entendra plus parler. Et donc, probablement qu'il y a des entreprises qui vont… Il n'y a pas besoin de chaos pour qu'elles s'effondrent et qu'elles émergent, mais probablement qu'il y a un phénomène d'accélération d'entreprises qui vont avoir… Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que probablement que les entreprises qui sont dans le modèle conventionnel et qui ne bougent pas, qui ne se réinventent pas, celles-là, elles ont de fortes chances de s'effondrer. Et puis, les entreprises qui se réinventent, ce n'est pas qu'elles ont la garantie de ne pas s'effondrer et d'émerger, mais elles ont probablement beaucoup plus de chances d'émerger. Donc, c'est plus temps d'attendre, en fait. Il y a probablement des choses à faire, comme ce dirigeant que tu évoquais tout à l'heure. Il y a probablement des choses à faire dans l'entreprise pour réinventer la façon de se structurer, d'organiser le travail et d'accompagner les êtres humains qui vont dans le sens de quelque chose qui est capable de gérer davantage de complexité, capable de faire un avec la réalité. Alors, on parle d'agilité, mais le mot, il devient complètement, pour moi, il devient obsolète. Ce n'est plus une question d'agilité, c'est vraiment une question de faire un avec la réalité, c'est-à-dire d'avoir autant de capteurs. Et il est temps d'arrêter les boules de cristal, et puis d'avoir autant de capteurs qui vous qui permettent à l'organisation de s'ajuster, de micro-ajustement en micro-ajustement, et ça en permanence, un peu comme quand on fait du vélo, on s'adapte en permanence. Et qu'il faut reconnaître que le modèle conventionnel, s'il n'a pas bougé, la plupart des entreprises ont bougé, bien sûr,
mais qui n'est pas un modèle plutôt un modèle rigide. Et si on faisait du vélo comme on pilote les entreprises conventionnelles, bon, on se casserait la figure tout de suite. Je crois que c'est ça l'enjeu. Donc, on va retrouver, en fait, c'est juste une accélération et une structuration. Et puis, heureusement, on a beaucoup d'outils qui sont nés ces dernières années pour nous équiper, et pour équiper nos organisations et nous équiper, parce qu'il y a les organisations, mais aussi les personnes dans les organisations où il y a beaucoup d'enjeux, approprier de nouveaux outils, adopter de nouvelles postures, etc., etc. Alors justement, là, tu parles de nouveaux outils, de nouvelles postures. Du coup, ça fait quoi ces outils dont on dispose à l'heure actuelle, qu'on pourrait mettre en place dans les organisations pour créer des conditions donc, d'émergence, pour que l'entreprise donc, puisse naviguer dans le chaos et même y prospérer, comme tu as pu le citer dans la vidéo, par exemple? Bah, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Je vais commencer par un, j'ai pas, celui qui me vient tout de suite, c'est le fait de voir l'entreprise de façon différente, de la voir comme un être vivant, parce qu'en réalité, c'est un être vivant. Je sais que maintenant, c'est passé dans l'opinion publique de considérer que les entreprises sont des êtres vivants, mais dès que tu creuses un peu, comme j'ai fait ce matin avec un client, en fait, tu te rends compte que oui, ça reste au niveau du mental. Mais si une entreprise est vivante, et à ce moment-là, la question, c'est plus définir des objectifs, par exemple, à 1 an ou à 2 ans ou à 3 ans, c'est la question d'écouter ce vers quoi l'entreprise va aller. Donc, c'est vraiment un changement de posture qui vient révolutionner complètement la façon de diriger une entreprise. C'est de créer de changer de posture, c'est une capacité à gagner, et en plus d'avoir des processus qui nous permettent d'avoir une chance d'enfin écouter l'entreprise plutôt que d'écouter nos projections sur l'entreprise. C'est énorme, c'est ce qu'on appelle, derrière ça, c'est la question de la raison d'être révolutionnaire. Le deuxième outil qui me paraît important, on pourra creuser si tu veux, mais le deuxième outil qui me paraît important, c'est le fait du coup, comme on a un être vivant, on a une structure qui est organique, évidemment, et en fait, on pourrait utiliser carrément le mot d'écosystème. Mais moi, j'aime bien voir l'entreprise comme un écosystème. Et souvent, il y a une espèce de blocage mental avec la question de la membrane juridique. Alors, il y a tout ce qui se passe en dehors de la membrane juridique de l'entreprise et tout ce qui se passe dedans. Et d'ailleurs, quand tu traverses la membrane juridique, tu deviens moins bon que toi-même, parce qu'en dehors de la membrane juridique de l'entreprise, quand tu es dans la ville, chez toi, etc., tu es libre de faire ce que tu veux, tu as juste à respecter des lois. Et quand tu rentres dans l'entreprise, ben, tu n'es plus libre. Il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas un état de. En extérieur d'entreprise, on parle on a une constitution en France, mais c'est vrai dans la plupart des pays. On a donc un état de droit où tout le monde a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et puis quand tu rentres au sein de l'entreprise, c'est plus comme ça que ça marche. Donc tu es moins bien que toi. Du coup, la question pour moi, le premier outil, c'est la capacité de voir l'entreprise comme un écosystème. Encore faut-il le structurer. Et donc, la notion de rôle, l'outil rôle qui commence maintenant à faire ses preuves, qui était apporté par Holacracy. Tous les nouveaux mouvements qui s'inspirent d'Holacracy ont évidemment repris le rôle, et je les comprends, parce que c'est vraiment l'outil de base. Le rôle, finalement, il faut le voir comme une mini-entreprise. Et du coup, ça pose la question pour chaque collaborateur de passer d'une posture ou d'une identité dans laquelle je faisais un travail à une nouvelle identité, une nouvelle posture qui est je pilote, je manage, je suis le patron d'une petite entreprise qui est mon rôle conception formation, mon rôle design graphique, mon rôle comptable, mon rôle, etc. Petite entreprise dans laquelle je deviens, si j'accepte de changer d'identité, qui est un changement qui n'est pas évident, il y a une crise d'identité, j'accepte de devenir patron, j'accepte de devenir source d'une petite entreprise au sein d'un écosystème où il y a plein de petites entreprises et d'avoir des interactions avec les autres entreprises, mini-entreprises de l'entreprise, les autres rôles, si vous voulez, soit en interne et ou en externe, de la même façon, sur la base d'une relation de client-fournisseur qu'on connaît très bien dès qu'on est en dehors d'entreprise. Quand je fais appel à mon plombier ou je fais appel à mon couvreur, je connais parfaitement cette relation, qui est d'ailleurs rendue difficile parce que souvent dans les organisations, il y a une culture très forte et que c'est probablement difficile de faire ça, de rentrer dans une posture plus professionnelle, entre guillemets, client-fournisseur, à partir du moment où on connaît bien les gens, qui est une des difficultés. Donc, on a parlé de raison d'être révolutionnaire, on peut parler maintenant de rôle avec ses offres de services, les redonnées qui sont ses offres de services, et aussi la raison d'être, puisque la raison d'être du rôle, puisque le rôle est une mini-entreprise, elle a aussi sa raison d'être révolutionnaire, de même titre que l'ensemble de l'écosystème, donc de l'ensemble de l'entreprise juridique. Ça, c'est un outil qui est absolument nécessaire et c'est facile à comprendre. C'est qu'on a pu un bloc qui fait face aux événements, aux aléas. On a un écosystème qui est complètement agile, s'il n'y a pas trop de rigidité à l'intérieur dans le design, avec des rôles qui sont avec peu de couplage entre eux, très cohésifs. Et du coup, voilà, on a comme une ville avec différents
commerces, petits, boulangerie, une charcuterie, etc. Ou c'est une autre métaphore, on a un corps, en fait, l'entreprise, vous pouvez l'avoir comme un corps humain avec des cellules dans des organes et puis des organes qui ont chacun leur fonction et qui sont tous en interrelation et sans vraiment qu'il y ait de boss qui pilote tout ça. Et je continue. Et si on reste sur l'analogie, là, pour faire le lien avec la complexité qu'on a évoquée, c'est vrai que quand on passe au niveau de l'être humain entier, on a un niveau de complexité bien supérieur à celui des complexités qu'on peut avoir au niveau de mon cœur ou de ma rate. Et d'ailleurs, si on veut vraiment comprendre la raison d'être, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait là. La raison d'être évolutionnaire, je ne parle pas de la raison d'être de la loi Pacte, la raison d'être évolutionnaire, donc qui est l'identité, qui est identitaire de l'entreprise, qu'on retrouve aussi au niveau de chaque rôle, qui est identitaire au niveau du rôle, qu'on pourrait retrouver aussi au sein un macro-écosystème dans lequel l'entreprise, qui est elle-même un écosystème, au sein d'un autre écosystème, parce que c'est la même chose. Il y a une vidéo que j'avais vue sur Internet qui montrait que plus tu te rapproches de l'infiniment petit ou plus tu t'éloignes vers l'infiniment grand, c'est toujours la même chose. En fait, c'est fractal, c'est vivant, c'est fractal. Et du coup, on voit bien qu'à chaque fois qu'on passe d'un niveau à un niveau supérieur, on appelle ça un holon, on passe d'un holon à un niveau supérieur, au holon supérieur, on accède à une complexité qui est incompréhensible au niveau inférieur. Ça peut être apporté par Lacratie, hein, c'est assez vieux comme travaux. Et du coup, c'est une gageure, et on n'en est pas là mentalement dans le modèle mental. La plupart des gens pensent qu'il faut s'aligner sur la raison d'être de l'entreprise. Bon, c'est pas faux, mais c'est pas ça qui va nous faire passer le chaos. Parce qu'en fait, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que le cœur a sa raison d'être, mais je ne vais pas demander à mon cœur de s'aligner sur ma raison d'être à moi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'il ne peut même pas le comprendre, parce qu'on ne parle pas, on n'est pas sur des planètes, les mêmes planètes. On a un niveau de complexité différent. Et donc, en fait, la raison d'être, elle est fractale elle-même. Donc, on voit bien que dans les enjeux, il y a la question il faut de la technique, il faut de la technologie comme le rôle. Et puis, il y a aussi le développement de modèles mentaux, et l'un va avec l'autre, évidemment. La façon de voir les rôles, la façon de voir la raison d'être, la façon de voir l'entreprise, comme une fantaisie mentale, de s'amuser à supprimer la question de la membrane juridique est un frein majeur pour la plupart des êtres humains, qui intéresse personne à part les actionnaires probablement. Et encore qu'on voit bien qu'il y a d'autres systèmes qui fonctionnent sans cette membrane juridique avec des réseaux, donc on voit bien que tout ça est un peu mouvant. Je crois que les enjeux, ils sont des outils, des concepts comme raison d'être révolutionnaire, comme rôle, comme redevabilité, et aussi les modèles mentaux, c'est ce sur quoi moi je travaille essentiellement. On a la chance d'avoir une technologie qui est perfectible, qui a des angles morts, qui est Holacracy, mais qui est quand même le modèle le plus avancé à ma connaissance en termes de modèle de pouvoir constitutionnel, qui est un basique. Enfin, je veux dire que c'est sûr, pour moi, mais je peux me tromper, que dans les conditions d'émergence, il faut passer à un mode constitutionnel et circonscrire le lien de subordination. Ça, c'est les basiques, je pars de ce principe-là. Voilà. Merci beaucoup, Bernard-Marie, c'est un contenu très dense. Alors, justement, là, tu parlais de raison d'être évolutionnaire. On a une question de Marie. Pensez-vous que l'entreprise à mission, entre parenthèses, la loi Pacte, peut aider à passer ce tipping point? Et est-ce que tu pourrais développer un peu le concept de raison d'être évolutionnaire? La loi Pacte va dans le bon sens, c'est super, c'est génial. Mais c'est loin du compte. C'est-à-dire que. Mais ça avance vite. Donc il y a plusieurs polarités dans ça. Tout le travail sur. Rien que le simple fait qu'on parle de raison d'être, même si derrière le mot raison d'être utilisé dans le pacte, on ne met pas du tout la même chose que ce que nous avons mis par exemple dans le mot raison d'être, le concept raison d'être, il y a 12 ans avec l'outil Holacracy. Donc ça va dans le bon sens, évidemment. Ça va dans le bon sens. Et après, c'est insuffisant parce que la raison d'être de la loi Pacte, ce n'est pas du tout une raison d'être révolutionnaire. Je crois avoir écrit sur le sujet plusieurs fois. C'est le dénominateur commun des parties prenantes. Donc, on voit l'entreprise comme étant au service de ces parties prenantes, dont l'environnement. Donc, c'est très, très bien. Je ne suis pas en train de critiquer, on se comprend bien. La raison d'être révolutionnaire, c'est le coup d'après. C'est le coup d'après, c'est-à-dire, mais ça va venir. Je le vois, ça se développe. C'est la question de dire que l'entreprise est un être vivant à part entière. Donc, il n'y a pas besoin de la gouverner, elle s'autogouverne. Il faut juste l'écouter. Écouter là où elle aspire à être et pas projeter sur elle. Et du coup, c'est un gros changement parce que c'est vraiment un changement de posture. Je le vois, mais ça va très loin. J'ai des clients, c'est des cas concrets. J'en ai au moins 2 en tête, de clients qui nous ont demandé de les aider et puis et qui se considéraient comme ils étaient actionnaires majoritaires, enfin même carrément 100% parfois de l'entreprise, ils se considéraient comme les propriétaires de l'entreprise.
Ce qu'on ne peut pas leur reprocher, parce qu'effectivement, dans les modèles mentaux, et puis juridiquement, ça marche comme ça. Si tu es actionnaire 100% de l'entreprise, tu es dit propriétaire de l'entreprise, tu as des dividendes, s'il y a des dividendes, etc. etc., etc. Tu as tout pouvoir. Et au fur et à mesure que je les accompagnais sur des modèles mentaux, pour une autre question que celle-là, qui était la question d'aller vers un système, eux, ils voulaient un système, bon, ils parlent de self-management, qui est un mot à la mode, mais en fait, l'idée, c'est de dire comment self-management, d'ailleurs, si je fais lien avec ce que je vous ai dit, c'est si on va au fond, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition, là, je viens de publier une tribune qui essaie d'expliciter ce mot, qui est vraiment utilisé dans plein de sens différents. Avec, du coup, pour moi, c'est simple. S'il est self-management, c'est donc qu'il se manage, c'est donc qu'il est patron de son entreprise. Il faut donc une structure pour ça et le rôle est parfait. Et donc, quand on avançait, au fur et à mesure qu'on avançait avec ces patrons sur les concepts, ces nouvelles façons de voir les choses, eh bien, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas du tout les propriétaires. Ils se sont plus vus, ça s'est fait naturellement. Ce n'était même pas le sujet qu'on traitait. Ils ont vu qu'ils n'étaient en rien les propriétaires de cette entreprise, même s'ils étaient actionnaires à 100%. Ils ont vu en fait qu'ils étaient les garants de quelque chose qui les dépassait. Et du coup, d'ailleurs, ils ont pris des actions là-dedans pour se protéger, pour protéger l'entreprise de leur comportement qu'ils pourraient avoir en tant qu'être humain. Dans le cas, par exemple, où, ce qui est le cas, ce qui est passé en réalité, où des entreprises étaient intéressées pour racheter cette entreprise et offrir suffisamment de millions pour que les actionnaires se sentent à l'abri, eux et la génération d'après. Ils ont eu de telles propositions qu'ils ont refusé parce qu'il y a eu c'est marrant comment ça s'est joué. Bon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, on est vraiment à un moment charnière. Tout le monde dit ça, mais je pense que c'est vrai. Puis, un moment charnière où ils sont, du jour au lendemain, ils se sont vus différents. Ils ont regardé leur entreprise différente. Ils étaient propriétaires. Ils sont passés à non, on est les garants de. On est des parents qui se mettraient dans une posture au service du développement, de l'accompagnement et du développement de leur enfant sans projeter sur l'enfant, en le soutenant vers, et en observant quels sont ses talents, ce qu'il aspire à être, et en le soutenant vers, sans juger et sans projeter, ce qui était bien ou pas pour l'enfant. Et donc, ils sont allés loin parce qu'ils ont mis leurs actions dans une fondation qui les empêche maintenant à vie. Il y a des mécanismes juridiques et techniques qui leur permettent de se garantir eux-mêmes, se prémunir eux-mêmes du fait qu'ils pourraient vendre leur entreprise. Merci beaucoup pour ça. Alors justement, il y a une autre question qui est un peu différente de la part de Nathalie. Les dirigeants ne sont pas toujours partants pour laisser l'autonomie aux managers. Il y a beaucoup de problèmes d'ego. Comment faire donc? De laisser l'autonomie aux managers, Oui. dirigeants et managers, et problème d'ego, comment faire? Je pense, c'est vrai, super bonne question. Et on pourrait dire la même chose avec les collaborateurs d'ailleurs. Je pense que donc vous avez compris que moi je ne vais pas répondre. On peut répondre au niveau des outils, mais les outils font rien s'il n'y a pas les modèles mentaux qui l'accompagnent. Donc Holacracy, c'est juste un outil, donc il y a besoin de modèles mentaux pour pouvoir utiliser Holacracy de façon performante. Donc si je viens en modèle mentaux, je pense qu'un des freins, alors je puisse poser de questions à la personne qui a posé la question, mais là comme ça, ce qui me vient, c'est probablement que c'est un modèle mental une croyance qui est là, hein, qui est là partout, enfin très très répandue, qui est que le pouvoir est une quantité limitée. Et que donc, à partir du moment où le pouvoir est une quantité limitée, moi, dirigeant, comme je suis un peu fatigué, je veux quand même travailler, je veux quand même pouvoir jouer au golf le week-end, je vais déléguer du pouvoir à des managers, l'entreprise a grandi, etc., qui eux-mêmes pourront aussi éventuellement déléguer un peu de pouvoir aux collaborateurs. Mais comme globalement, on a un gâteau, on a une quantité limitée de pouvoir, bah c'est sûr que c'est un peu touchy dès que tu parles de pouvoir. Et c'est un mot à la mode en ce moment, c'est gouvernance partagée ou pouvoir partagé, qui est à mon avis, qui est gênant. Et du coup, parce que la notion de partage, ça veut dire qu'on part du principe que le pouvoir est une quantité limitée. Et donc la question, c'est de partager le pouvoir. Mais on reste dans le schéma d'avant. C'est ce que je leur ai dit. Il y a des gens qui sont très branchés avec les gouvernances partagées. Et j'ai même écrit sur le sujet une tribune en HBR. Et du coup, la question, c'est, en fait, si on est là, on va aller nulle part, quoi. Les changements dont on parle sont un peu plus sérieux que ça. Donc la question, c'est changer de modèle mental sur la question du pouvoir et ne plus voir le pouvoir comme une quantité limitée, un pouvoir sur les personnes. Donc ça, c'est une illusion de pouvoir, mais bon, un pouvoir sur les personnes ou même avec les personnes, hein, tout ce qui s'est répandu, et c'est bien, ça apporte de la valeur, tout ce qui tourne autour de la coopération, etc., c'est très très bien, mais c'est largement insuffisant. Ce qui est vraiment intéressant, à mon avis, si on veut avoir une chance d'espérer émerger, c'est de passer un autre niveau, une autre façon de voir le pouvoir, et le pouvoir comme étant autre chose, une autre forme de pouvoir qui n'est plus un pouvoir sur les personnes, mais qui est un pouvoir sur l'organisation. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, moi j'utilise le mot de puissance.
Et la question, ce n'est pas de partager le pouvoir, ce n'est pas que le dirigeant donne le pouvoir au manager et le manager donne le pouvoir aux collaborateurs. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est comment est-ce qu'on crée un environnement qui permet à tout à chacun de s'empuissancer sans autre limite que sa propre capacité à s'empuissancer. Et donc, la question, elle n'est pas directement projetée sur les dirigeants, elle n'est pas directement projetée sur les managers. C'est un peu comme en permaculture. La question, ce n'est pas comment tu fais pour avoir de plus beaux fruits, de plus beaux légumes. La question en permaculture, c'est comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu changes le terrain, comment est-ce que tu rends le terrain plus favorable. C'est vrai qu'il y a une approche très, très orientale, qu'on n'est pas moins habitué en Occident, mais qu'est-ce qu'il faut changer? Comment est-ce qu'il faut transformer le terrain pour que le terrain soit vertueux et suffisamment riche pour que les beaux fruits et les beaux légumes ne soient qu'une conséquence du terrain? C'est la même question ici. Qu'est-ce qu'il faut changer comme structure? Parce que la structure crée beaucoup de choses, dont la culture. Comment il faut changer la culture pour avoir une culture qui soit vertueuse, qui permette d'avoir les comportements et les capacités qu'on souhaite? Et ça prend du temps. Comment faire en sorte qu'on ait une structure qui fasse que, après, avec un accompagnement de sang, on en ait pour notre argent et que ça aille dans le bon sens? Parce que si on reste avec la structure conventionnelle, ce qui est le cas, même pour les gens qui font leur libération d'entreprise, la structure, elle n'a pas changé. C'est toujours la même structure de pouvoir, en termes d'explicite, je parle. Mais du coup, il y a la structure conventionnelle, elle renforce des comportements comme celui de la victime, par exemple, si on veut faire une allusion au triangle de Karpman, qui sont absolument défavorables à ce dont on parle. Donc, la question numéro 1, c'est comment est-ce qu'on transforme le terreau, comment est-ce qu'on transforme la structure de pouvoir qui est en place. Et bien sûr, il y a la question, il faut passer à un modèle constitutionnel, c'est évident pour moi, sinon il n'y aura jamais d'équivalence. Bien sûr, il faut s'occuper sérieusement du lien de subordination, en attendant de le faire disparaître, parce qu'il disparaîtra un jour, puisque c'est une feature, c'est une fonction qui a été développée pour que le modèle hiérarchique de Fayol-Taylor fonctionne. Donc, il disparaîtra un jour en attendant, là encore. Donc, comment est-ce qu'on peut le circonscrire pour en circonscrire les effets pervers? Et la question d'après, c'est une nouvelle matière managériale. C'est une nouvelle matière managériale sur le management, c'est-à-dire le management du management, c'est-à-dire la question de quel pouvoir constituant, c'est la capacité à définir une constitution. Alors, vous pouvez changer le mot, mais c'est quand même le mot, il y a un mot pour ça, c'est la constitution. Comment créer une constitution qui permette justement de dépasser, de créer une structure qui est saine, qui font que après c'est qu'une question de temps et après tu peux un peu accélérer les choses et en même temps tu ne faut pas d'illusion, tu ne peux pas tirer sur la queue des radis pour les faire pousser plus vite. Donc il y a du temps, il y a un temps de gestation. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre probablement maintenant. Plus on attend, plus ça sera tard. Pour pouvoir doter à la fois, pour doter en fait toutes les personnes et puis, et puis doter les rituels, les processus et les rôles qui sont nécessaires pour passer cette étape et passer au niveau de complexité supplémentaire. Et on voit bien quand on rajoute des rôles et qu'on rajoute une constitution, tout ce que je viens de dire, créer des rôles, c'est de la complexité supplémentaire. Revoir, j'ai en ce moment la chance d'avoir un client là, avec qui je viens de signer, qui est génial, qui me demande, donc il a mis en place trucs coopératifs, machin, etc., bon, partager, tout ce qu'il veut. Maintenant, il est à un autre cran. Il se pose la question de qu'est-ce que je peux faire pour créer un référentiel, une constitution. Il n'utilise pas ce terme-là, mais c'est ce terme-là qui c'est la même chose. Comment je peux créer un référentiel qui contient les règles du jeu pour explicite pour gérer le pouvoir dans cette entreprise, pour que cette entreprise aille et une chance d'incarner sans effort les valeurs qu'on s'est fixées. Et bien sûr, après, on peut accompagner, etc. etc. Et je lui ai répondu, il y a un certain nombre d'ingrédients là-dedans. Il y a des mécanismes déjà nécessaires que tous les attendus soient explicites. Alors, quand attendus explicites, il y a les attendus explicites liés aux activités, puis les attendus explicites liés aux personnes. Puis après, il y a des mécanismes de permission et des mécanismes de protection pour avoir une chance que les gens puissent s'empuissancer. La règle bien connue dans le monde du coaching et de la RH des 3 P s'applique à fond là-dessus. Protection plus permission donne plus de puissance. Mais on parle bien d'empuissancement. La question, ce n'est pas d'empowerer les personnes, parce que tant qu'on est dans ce modèle d'empowerer les personnes, on est en train de projeter sur le fait qu'ils sont incapables de s'empowerer toutes seules. Donc, on va exactement à l'encontre de ce qu'on veut en termes d'architecture. Là, on est en train de passer à un niveau beaucoup plus subtil que le niveau auquel on est habitué. C'est un niveau qui est au niveau de l'architecture. Quelle architecture créer qui soit vertueuse, qui crée les bonnes zones de forme, les lignes de force pour que les gens puissent s'empuissancer, que le terreau soit favorable. Et du coup, rien n'empêche ensuite, bien sûr, d'accompagner les personnes à leur rythme pour les aider dans leur transition d'identité, à s'approprier les nouveaux outils, etc. etc. Bon, sur cette question, justement, on a un retour de Nathalie. Mais tous les dirigeants que je rencontre sont donc accros à leur pouvoir, enfin beaucoup. Le pouvoir, pour certains, est addictif. Donc, sinon, je note vos réponses. Merci, c'est clair. Ben, ceux-là, ces dirigeants-là,
En fait, j'en rencontre plein. Et c'est tout à fait compatible. Tant mieux s'il y a quelqu'un qui a un pouvoir addictif. Très bien. Je vais lui expliquer assez rapidement, comme je vais le faire à chacun de ses managers, qu'avec un outil constitutionnel, il va avoir plus de pouvoir qu'il n'en avait avant. Et ceci qui n'est pas au détriment de ses fromages et desserts. Non seulement lui, il va avoir plus de pouvoir, c'est une autre forme de pouvoir bien plus puissante que l'illusion de pouvoir dans laquelle il naviguait. Et en plus, ce qui est vrai pour lui est vrai pour chacun de ses managers et est vrai pour chacun des collaborateurs de l'entreprise. C'est ce que j'appelle la gouvernance multipliée et distribuée. Oh. Merci pour ça. Du coup, là, arrive à la fin du temps. Donc, je tiens à vous remercier tous pour votre participation ainsi que vos questions. C'est passé extrêmement rapidement et c'était très dense en termes de contenu. Sachez que nous organisons régulièrement ces rendez-vous et donc vous aurez toutes les informations nécessaires dans l'email de follow-up. Merci beaucoup, Bernard-Marie, à toi. Et je te propose donc de conclure ce rendez-vous avec ta clôture. Moi j'ai adoré les questions, est parti dans un sens que j'imaginais pas, je trouve ça génial, c'est le jeu des questions-réponses. Du coup, je me disais comment est-ce qu'on peut partir lancer directement pour profiter à plein des 30 minutes. J'ai trouvé que c'était un petit peu court et j'aurais bien voulu creuser davantage certains sujets. Je vous remercie pour tout.